aucun rapport avec des produits de santé ou de vaccins. Les seuls rapports que j'ai, c'est que j'ai créé une entreprise de biotechnologie qui fait du diagnostic sérologique, qui pour l'instant est déficitaire, mais qui a été incubée dans mon laboratoire, qui s'appelle Inotiag. D'accord. Je vous remercie. Donc je vous propose de commencer l'audition par un exposé liminaire, si vous le souhaitez. Ensuite, vous répondrez aux questions d'abord de notre rapporteur, M. Alain Milon, et ensuite des commissaires ici présents. Alors, si vous voulez, j'aurais souhaité, comme quand nous en avions discuté, essayer de mettre les choses en perspective pour comprendre une partie de ce qui se déroule ou de ce qui s'est déroulé dans la pandémie grippale H1N1 tel qu'on l'a vu l'année dernière, et qui est quelque chose qui, de mon point de vue, s'articule très bien avec le rapport que j'avais fait pour le ministre de la Santé et pour le ministre de la Recherche il y a quelques années. On m'a demandé, Jean-François Maté, que je connais très bien, et puis je connaissais très bien Bernard Bigot, qui était le directeur du ministère de la Recherche, m'a demandé tous les deux de faire quelque chose sur le bioterrorisme, et je leur ai dit que je ne voulais pas faire quelque chose qui soit limité au bioterrorisme, mais sur les crises sanitaires d'origine infectieuse, ce qui avait été l'objet d'une longue discussion. Et parmi ces éléments de mon rapport, j'avais évoqué le problème des risques de pandémie grippale, et on se remet à 2002, au moment où j'ai commencé ce rapport, et j'ai mis d'ailleurs aussi j'avais l'attention aussi sur l'absence d'infrastructures dans le pays et l'absence de quantification de la mortalité au jour le jour. Et j'avais mis même dans les recommandations, je crois que c'était la recommandation 73, qu'il fallait commencer à compter les morts dans ce pays parce qu'on aurait une catastrophe sans s'en rendre compte. Et j'ai remis ce rapport au début de l'année 2003, c'est-à-dire avant la canicule. On s'est rendu compte au milieu de la canicule que personne n'était capable de compter les morts et qu'on se retournait vers les croque-morts pour savoir combien ils avaient vendu de cercueils pendant l'été et que la Direction générale de la santé était absolument incapable de répondre au ministre que j'avais contacté en lui demandant si je pouvais l'aider d'une manière ou d'une autre au milieu du mois d'août, au milieu de la canicule. Il m'avait dit que les chiffres de la DGS étaient parfaitement rassurants parce qu'il n'avait pas de chiffres. Donc un certain nombre de déficits très profonds de l'organisation existaient, étaient notés, anticipés. Ce rapport est disponible, bien sûr, sur Internet, sur le site du ministère. Tout le monde peut aller regarder les propositions de l'époque. Parmi les éléments que je crois très importants d'avoir à l'esprit pour les maladies infectieuses et contagieuses, une des raisons qui mérite l'attention, c'est que dans les dangers auxquels nous sommes confrontés, il y a des dangers qui sont mesurables ou contrôlables parce qu'ils ne sont pas contagieux. C'est-à-dire que et c'est une des raisons pour lesquelles j'étais très en retrait sur la maladie de la vache folle, ou j'étais très en retrait sur la grippe aviaire, parce qu'il s'agit de maladies qui ne sont pas transmissibles. C'est-à-dire que même si beaucoup de gens sont atteints, si vous arrêtez la source, vous arrêtez la maladie. Tandis que dans les maladies contagieuses, les choses sont d'une autre nature. Si vous pouvez arrêter la source, si vous voulez, les maladies restent contagieuses. C'est-à-dire que vous ne savez pas en quantifier l'ampleur et on ne sait jamais en quantifier l'ampleur. Donc c'est réellement le problème de la contagion qui est d'une nature différente de toutes les autres maladies, qui est le risque de diffusion à l'ensemble des gens qui y sont susceptibles. Donc c'est vraiment un problème d'une nature qui est une nature différente. Et ce problème d'une nature différente, j'essayais beaucoup de développer la connaissance et la culture de ce sujet, car elle est spécifiquement en France, pour des raisons structurelles, elle est devenue sous-développée. C'est-à-dire que le pays, alors que le pays a bien entendu été le pays qui a réussi à faire accepter la théorie du germe, c'est-à-dire la théorie des maladies infectieuses au XIXe siècle avec Pasteur, la formidable épopée de Pasteur a fait que le pays a confié l'affection et l'évolution sur les maladies infectieuses à l'Institut Pasteur, qui était à l'époque à la fois un institut de recherche, de transfert de technologie, de vaccination, un hôpital, un service de consultation, un service de diagnostic international. Et donc, cette concentration des moyens et cette certitude qu'il y avait un interlocuteur qui était capable de gérer d'une manière complète cette situation extrêmement complexe, parce que, encore une fois, la gestion de la contagiosité fait appel à la fois, encore du transfert de technologie, de la recherche fondamentale, de l'observation des malades et de la mise en pratique. Et tout ça a existé, c'était un modèle mondial, et ce modèle a entièrement disparu, sans que, comme souvent, je l'écrivais dans mon rapport de manière très très précise, c'est devenu un institut de recherche fondamentale, il n'y a plus l'hôpital, il n'y a plus le diagnostic, il n'y a plus la valorisation, il n'y a plus les vaccins.
Et donc, le pays a mis un certain temps à se rendre compte qu'il n'avait plus d'endroit dans lequel il y avait à la fois des hommes de terrain, des hommes de connaissance et des gens qui aient des relations avec l'industrie qui ne soient pas des relations malhonnêtes, mais des relations de transfert raisonnables avec une connaissance mutuelle des uns et des autres. Et malheureusement, cette situation n'a pas trouvé d'issue. Et même, vous voyez que l'INVS, si nous étions restés à l'époque glorieuse de l'Institut Pasteur, l'INVS aurait été accolé, puisque la plupart des problèmes de l'INVS sont des problèmes qui sont effectivement de maladies infectieuses et de contagion. Et vous voyez qu'ils sont complètement isolés, eux-mêmes, du soin, ils sont complètement isolés de la recherche pour constituer une troisième entité isolée. Ce qui fait qu'il y a une véritable réflexion pour savoir où est-ce que sont les hommes de l'art. Et les hommes de l'art ne sont pas ensemble. Et donc, structurellement, nous avons un problème que moi j'avais donné comme conclusion qu'il fallait créer des centres de compétences qui mêlent le soin, le diagnostic, la recherche, le transfert et l'épidémiologie, y compris en proposant qu'il y ait des gens de l'INVS qui soient délocalisés, si vous voulez, à l'intérieur des sites de proximité pour qu'ils soient au courant, ils voient comment se passaient les choses. Et ensuite, je vais dire comment nous avons vu se passer les choses. Et bien entendu, elles n'étaient pas du tout comme ça c'est prévu. Parce que on ne peut pas prévoir ce que l'on ne vit pas au quotidien. Donc cette centralisation en des centres qui, en plus de ça, n'ont pas de lien géographique direct est quelque chose qui est extraordinairement pénalisant. Alors, en quoi se traduit cette pénalisation? C'est que, devant une émotion qui a été suscitée par une formidable épidémie chez les animaux, chez les oiseaux, qui a été la grippe aviaire a entraîné dans beaucoup de pays, pas seulement le nôtre, en partant beaucoup du rôle de quelqu'un qui a joué un rôle néfaste dans cet épisode et qui a d'ailleurs été très critiqué, qui est Osterhaus, qui est le conseiller du ministre en Hollande et qui est un des grands spécialistes des modèles expérimentaux de la grippe. Il est vétérinaire, donc les choses s'expliquent souvent, et donc lui, voyant cette espèce d'épidémie dévastatrice chez les animaux et les quelques cas humains très sévères, a tiré la sonnette d'alarme, ce qui est bien son rôle, mais il n'a pas eu de contre-pouvoir dans son pays. Et ici, il est tombé sur une réactivité que plus personne n'a pu arrêter. Il y a un livre dont je ne parlerai pas, qui a été publié, je peux vous dire mon expérience. Moi, j'ai publié un livre que je crois être rationnel exactement au même moment, qui a été publié en même temps qu'un livre concurrent qui lui disait que la grippe aviaire allait tuer la moitié de la population. J'ai vendu 100 fois moins d'exemplaires que lui. Je disais des choses assez simples et raisonnables, si vous voulez. Oui. Mais si vous voulez, ce qui est mon seul objectif, c'est que je peux relire ce que j'ai écrit 10 ans avant en étant à peu près d'accord avec ce que j'écrivais à l'époque, même si les notions et la connaissance ont changé. C'est mon orgueil à moi. Donc, je pense que là, il a manqué en face le tissu de la connaissance sur les maladies infectieuses et les nœuds qui permettraient d'organiser une réaction par rapport à ça manquent dans ce pays. Il y a un déficit structurel. Et ça se traduit par quoi? C'est que cette inquiétude qui ensuite touche la presse, qui ensuite touche les politiques et le gouvernement, s'est traduit en panique et avec des plans, et en particulier un plan blanc, pour la grippe qui est complètement déraisonnable. C'est-à-dire qu'on commençait à envisager quelque chose qui allait avoir une contagiosité qui n'a jamais été décrite dans l'histoire de l'humanité pour un virus qui n'était pas contagieux du tout chez les humains, avec une mortalité observée qui était seulement celle des cas hospitalisés chez qui on faisait un diagnostic. Donc tout ça, ça a fini par un concept de la grippe aviaire va arriver. La grippe aviaire va tuer 30% ou 40% des gens, mais jamais une grippe n'a tué ça. C'est pas vrai. Et qui plus est, je vous expliquerai une des raisons pour lesquelles la grippe ne peut plus tuer comme elle a tué à l'époque de la grippe espagnole. Et d'une part, et d'autre part, avec une contagiosité extrême, et les gens finissaient par imaginer que quelqu'un passerait. Donc, dans les plans, il fallait fermer les stades, il fallait fermer les métros, parce que on voyait une contagiosité délirante. La contagiosité des maladies respiratoires, s'appelle le R0 chez nous, c'est 2 pour 1. C'est-à-dire, ça n'est jamais que des taches d'huile. D'accord ? C'est-à-dire que chaque malade, en moyenne, contamine 2 personnes. Donc c'est pas un malade ne contamine pas 300 personnes en passant dans un aéroport ou dans un métro. C'est du cinéma, ça n'existe pas. Et donc cette chose-là qui a fini par prendre forme avant ce gouvernement, c'est à l'époque de la grippe aviaire, ça a fini par devenir une menace de guerre nucléaire gérée par le SGDN
avec le ministère de l'Intérieur et avec un plan blanc géré par les préfets, au lieu d'être la faire face à de la compétence médicale pour faire face à un problème médical qu'il va falloir gérer au quotidien. Et donc, moi je peux vous dire, c'est assez extraordinaire parce que on a essayé de gérer ça à Marseille et ça a été complexe, en dépit du fait qu'on a une bonne crédibilité locale. Les gens nous font confiance, hein, donc on travaille avec eux depuis longtemps, c'est un problème dont on parle depuis longtemps, on a une crédibilité. En dépit de ça, si vous voulez, l'organisation telle qu'elle a été prévue était une organisation dans laquelle on passait de 0 lit spécialisé à 700 lits. Or nous disions, on n'aura jamais besoin de plus de 40 lits. Les gens disaient, mais c'est pas possible, c'est une pandémie pareille. Et l'expérience a montré, nous on l'a calculé assez rapidement, puis le premier papier sorti dans le meilleur journal médical qui s'appelle New England Journal of Medicine en Australie a montré, voilà, il nous faut 20 lits par million d'habitants pour contrôler une grippe de cette nature. Donc nous, on a réévalué les choses, on évalue qu'en tout il fallait 40 lits spécialisés par million d'habitants pour gérer une épidémie de cette nature-là. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'à Marseille, on avait sanctuarisé un hôpital de 600 lits pour faire face à un truc. 600 lits, c'est des épidémies, ça n'existe pas, des épidémies pareilles. Donc, si vous voulez, tout ça est devenu, de mon point de vue, c'est pour ça que j'ai essayé d'attirer l'attention aussi longtemps que j'ai pu, sur le fait qu'on n'était pas préparé à la grippe. Je ne sais pas à quoi on était préparé. Un film de science-fiction, peut-être que ça arrivera. L'avenir est imprévisible. Moi, je suis toujours prudent. Je ne sais pas ce que sera l'avenir. Mais en tout cas, c'est pas ça la grippe. Voilà, la grippe, c'est 2 fois plus de cas chaque semaine. Voilà. Et ceux qui sont passés là, une semaine après, ils sont guéris, même 3 jours après, ils sont plus contagieux. Donc, si vous voulez, cette vision-là, qui s'est probablement construite après des épisodes de crise sanitaire successives, avec à chaque fois une expression déraisonnable, une réactivité de la société déraisonnable, que ça a été pour le bioterrorisme. Enfin, nous, on a analysé 700 poudres de bioterrorisme, c'était que des fantaisies. On savait que c'était des fantaisies dès le départ. Il y a un type qui a envoyé de la farine avec marqué « Vive Obama ». Enfin, c'est pas du terrorisme. Donc, si vous voulez, il y avait une réactivité, une décision de tout prendre, et du coup, un transfert de ce risque infectieux, de ce risque d'exposition, à la sécurité du territoire, qui a amené une réactivité qui était contre la guerre et pas contre une maladie infectieuse. Voilà. Et donc ça, je crois que c'est un des éléments extrêmement importants à voir. Et si c'est le cas, c'est parce que, à la différence d'autres domaines, comme la cancérologie ou la nutrition, dans lequel le tissu est assez fort, le tissu développé pour les maladies contagieuses est assez faible et il y a assez peu d'interlocuteurs, il y a assez peu de centres de compétences qui auraient permis d'endiguer cette espèce d'hybris, si vous voulez, de démesure qui a été prise face à un risque qui était quand même celui de la grippe aviaire, qui était un risque entièrement virtuel quand même. Hein. Donc il y avait des cas sporadiques, c'est ce qu'on appelle une zoonose, c'est-à-dire c'est une maladie des animaux dont des cas sont transmis aux hommes, mais qui n'est pas une maladie contagieuse. D'accord ? Voilà, donc c'est les éléments essentiels dont je voulais vous parler. Et parmi les choses qui me paraissaient, majeures aussi à signaler, c'est que, en dépit de tout ce que on a essayé de faire, cette direction, cette gestion, qui est passée par un volet exclusivement administratif, plutôt que de se passer sur les hommes de l'art, c'est-à-dire en disant écoutez, aidez-nous à gérer ça, à emmener ce que vous avez vu, c'est-à-dire que la gestion de la vaccination dans les stades, c'est déraisonnable, les gens ne comprennent plus ce qui se passe, c'est devenu, on a un article qui est en cours de publication là-dessus, c'est devenu un enjeu, la vaccination a cessé d'être un enjeu médical pour devenir un enjeu politique. C'est-à-dire qu'on a fait une analyse qui est assez amusante sur à la fois les journaux, les médias et le mode d'information des différents partenaires et leur couverture vaccinale. Eh bien, globalement, la transmission est devenue et la gestion a été tellement politique et tellement peu médicale que les prises de position ont été en grande partie influencées par les opinions politiques des gens. Les gens qui étaient de droite et les journaux de droite fait l'analyse pendant toute cette crise étaient plutôt en faveur de la vaccination. Les journaux de gauche, les gens de gauche à cette époque-là étaient plutôt contre la vaccination. Et si vous regardiez les sites médicaux, les sites de médecins et les journaux médicaux étaient à 95% pour la vaccination, les sites et les blogs d'infirmières étaient à 95% contre la vaccination. Et ça s'est traduit par ça, c'est-à-dire que nous, dans la campagne de vaccination intra-hospitalière que l'on nous a eue, on a eu 60 ou 70% de vaccination chez les médecins et on a eu 8% chez les infirmières.
Donc ça, c'est extrêmement frappant. Donc c'est devenu un enjeu qui n'a plus du tout été un enjeu médical, mais qui est devenu un enjeu politique et une bagarre politique. C'est-à-dire qu'on a dépossédé les médecins de la gestion de la grippe et la conséquence en a été qu'effectivement, il y a eu des vrais problèmes de gestion. Parmi les autres éléments que je veux soumettre à votre attention, la réflexion que j'avais mise déjà à l'époque dans mon rapport sur la gestion dans les urgences, on a bien vu que cette gestion est déraisonnable. C'est-à-dire quand on sait que les gens sont contagieux, quand les pompiers savent qu'ils ont une maladie éventuellement contagieuse, qu'il s'agisse d'une fièvre avec une toux, ou d'une méningite ou truc, eh bien, en dépit du fait que les gens le sachent, on les remet dans le circuit au milieu des urgences. On les traite d'une manière indifférenciée, alors qu'on sait faire du tri différencié pour les douleurs précordiales ou pour les accidents vasculaires cérébraux. Et donc ce risque-là, qui est le risque de contagion intra-hospitalière, est un risque majeur et que nous, et c'est une des grandes chances qu'on a eues avec cet épisode-là, c'est que ça a mobilisé beaucoup d'énergie et qu'on a pu quantifier. Là aussi, on est en train de finir un travail là-dessus. La transmission de la grippe dans les urgences a été un drame épouvantable. C'est-à-dire que le nombre de transmissions dans les urgences a été considérable. Et encore, c'est la partie que nous avons mesurée, qui représente probablement une partie faible. C'est-à-dire que les services d'urgence n'étaient pas prêts, les malades qui venaient pour d'autres raisons que ça ont attrapé la grippe, alors qu'on a, si vous voulez, organisé des choses qui étaient prêtes pour quelque chose qui n'était pas la grippe. Voilà. Voilà le contexte dans lequel je voulais vous mettre les choses. Et ensuite, un certain nombre de réactions que l'on a vues, y compris dans la stratégie vaccinale, étaient des réactions dont je pense qu'elles étaient liées au fait que depuis le début, on était prisonnier d'un mode de pensée qui était qu'on était face à la guerre et pas face à la lutte des médecins contre une épidémie. On restait face à la guerre et face à la guerre contre la grippe aviaire, ce qui explique en partie, de mon point de vue, l'idée, vous savez, le virus de la grippe aviaire était beaucoup moins réactogène, beaucoup moins immunisant que H1N1, qui est un virus qu'on connaît bien, qui est un virus qui vaccine très bien les humains. On sait ça depuis longtemps, ça fait partie des poules vaccinaux depuis des années. Donc on a pris des stratégies pour ça en disant il faut, mettre des... Que le H1N1 qui est présent dans le vaccin antisaisonnier n'a rien à voir avec le H1N1 non, mais qui est responsable de cette pandémie. Non, mais c'est inexact. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans les virus, il y a des grands groupes, et puis des grands groupes viraux. Si vous voulez, H1N1, vous savez que c'est les maglutinides et la neuraminidase. Donc c'est deux antigènes majeurs. Et donc, il y a dedans ce qu'on appelle dans les variations, il y a ce qu'on appelle des glissements et des cassures. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a des sauts qui font H1, H2, H3, qui sont les seuls qui ont été jamais contagieux chez les hommes. Il n'y a jamais eu d'autres que H1, H2, H3 quand même. Il faut bien voir. Il y a eu H5 qui n'a jamais été contagieux, H7 non plus. Peut-être que ça le sera, l'avenir appartient à personne, on n'en sait rien. Mais ça, plutôt ou n'importe quoi d'autre. D'accord. Ensuite, vous avez une neuraminidase, pareil, N1, N2, N3, comme ça. Donc, à l'intérieur de ce groupe-là, qui représente un groupe antigénique qu'on reconnaît, il y a des variations, qui sont des variations par glissement, des petites modifications, et qui entraînent les différents variants. Alors, bien entendu, quand il y a un nouveau variant antigénique, vous n'êtes pas protégé par la souche d'avant. Mais à chaque fois qu'on a eu besoin d'immuniser contre H1N1, les vaccins ont toujours marché très bien. On n'a toujours fait qu'une dose. Et on a toujours cultivé ça dans un temps d'icandité colossal sur œuf embryonné. Donc, ce qui s'est posé comme question pour la grippe aviaire, ce que je crois vraiment, c'est qu'un certain nombre d'erreurs d'orientation, et je dis ça, je viens en parler ici parce que je pense que ça serait intéressant structurellement de ne pas répondre dans la prochaine crise d'une manière aussi réactive, en étant plus pondéré dans l'efficacité, c'est, si vous voulez, que on était tellement prisonnier du schéma de la grippe aviaire que, y compris les stratégies vaccinales, ont été basées sur le schéma de la grippe aviaire. C'est-à-dire 2 injections, parce que l'expérience avait montré que c'était pas très immunisant. On était obligé d'utiliser un adjuvant parce qu'on ne pouvait pas avoir des quantités aussi considérables que ce que l'on avait avec le vaccin habituel. Le vaccin habituel, vous mettez ça dans un œuf embryonné.
Dans un œuf embryonné, vous avez un nombre de copies absolument considérable, colossal. Il se trouve que le vaccin de la grippe aviaire, au moins au départ, est un truc qui tue les œufs. Donc vous étiez obligé de faire ça sur les cultures cellulaires. Et la rentabilité de ça, c'est 1 millième. Donc si vous faites pour la grippe aviaire, vous avez moins d'antigènes et en plus il est moins immunisant. Donc vous êtes obligé d'avoir des substituts. Donc vous faites des cultures cellulaires et vous rajoutez un adjuvant. En l'occurrence, l'adjuvant, l'expérience a montré, c'est quand même un des bénéfices de ce truc, a eu aucune conséquence en soi, à part que ça fait mal. Ça fait mal quand on injecte ça, c'est dégueulasse. Mais enfin, en pratique, c'est du cholestérol, hein, c'est pas une chose extraordinaire. Après, les gens se montent à la tête avec ce que c'était qu'un adjuvant, mais c'est jamais que du cholestérol, quand même. Hein. On injecte, donc ça rend le tissu, l'injection huileuse, mais c'est rien d'autre qu'on injecte. Mais l'idée qu'il allait en falloir deux, et que ça serait insuffisant sur le plan immunitaire, est une idée qui est basée sur ce que l'on pensait, pas du tout de H1N1, mais ce qu'on pensait du virus de la grippe aviaire. Vous voyez, et donc, depuis le début, on a été prisonniers, le plan blanc, c'était la grippe aviaire, le vaccin, c'était la grippe aviaire, on était prisonniers du cheminement de la grippe aviaire, qui était une grande cause nationale de quelque chose qui allait être destructeur. Voilà. Après, moi, c'est la question que vous avez posée, la lutte contre les maladies contagieuses, c'est le vaccin. Donc je suis absolument convaincu qu'on avait la chance, c'est une chance extraordinaire, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on arrive, parce qu'il y avait un délai, un truc, à créer les vaccins suffisants pour pouvoir les mettre à disposition. Après, qu'on n'ait pas eu besoin de commander 2 doses vaccins. Pardon ? Tard quand même, non ? C'est moins qu'ils sont arrivés un peu tard que, si vous voulez, il y a une chose qui est peut-être difficile à expliquer. Mais je vais essayer de vous expliquer. C'est une des raisons pour lesquelles je défends l'idée de constituer des pôles de compétences, des pôles de connaissances. Les choses qui sont la puissance de notre médecine est si colossale, si considérable, que quand les choses sont arrivées et qu'elles ont été analysées, notre capacité d'y répondre et de lutter d'une manière efficace contre est spectaculaire. Si vous voulez, moi je fais partie de cette génération. La réponse de la connaissance à une question est hallucinante, de rapidité, de vitesse. Vous preniez le SARS, il a fallu 3 mois identifier le virus, faire les modèles expérimentaux et commencer à préparer du vaccin. Enfin, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, notre capacité de réponse est merveilleuse, mais au lieu d'utiliser notre capacité de réponse et de développer notre capacité de réponse, qui est la chose la plus importante de toutes, nous construisons des modèles qui sont des modèles de prédiction, et ça, c'est Nostradamus. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On ne peut pas prédire ce qui va se passer. Là, l'expérience l'a montré. Après, moi, je suis intéressé par voir ce qui faisait les malins en disant on l'a prédit, on l'a pas prédit. Rien de ce qui s'est passé avec cet épisode de grippe n'était prévisible. Rien. Il y a des choses d'abord qu'on ne savait pas, qu'on sait un peu mieux, mais que la mortalité la plus importante se soit trouvée dans la tranche 20-50 ans. C'est jamais arrivé dans l'histoire d'une grippe. C'est jamais arrivé. On ne savait pas. C'est quand même extraordinaire. C'est au moment où le froid est apparu que la grippe a disparu. Enfin, c'est jamais arrivé, un truc pareil. C'est un truc, quand même. Enfin, c'est absolument étonnant. Donc, c'est ce que j'explique, moi, depuis le temps. Les maladies infectieuses, pour les autres, c'est pas mon domaine de compétence. Mais pour les maladies infectieuses, ce qui compte, c'est pas le principe de précaution, c'est le principe de vigilance. C'est-à-dire qu'on apprend, au fur et à mesure que les choses se déroulent, on apprend. Et il y a une chose qui nous a appris extraordinairement, je regrette que ce soit des États-Unis et du NIH que ce soit venu, mais c'est extrêmement intelligent. Il y a un groupe de journaux qui s'appelle PLOS, qui est un groupe de journaux gratuit, d'accès gratuit et ce groupe de PLOS, qui a été financé par l'Institut de recherche des États-Unis, qui s'appelle le NIH, a créé spécifiquement, pour la grippe, un PLOS à placement extrêmement rapide. C'est-à-dire que dans les 7 jours où vous envoyez votre article, c'était immédiatement online, que tout le monde puisse l'utiliser, dédié à la grippe. Et ça a été essentiel. Nous, on a envoyé plusieurs papiers là-dedans, qui ont été ensuite repris dans des journaux avec un tri plus conséquent. Mais ça a été essentiel. C'est-à-dire que sans arrêt de collecter, d'analyser et de transmettre l'information pour dire ce qu'il y avait de différent dans cet épisode par rapport aux autres, une autre chose qui était très différente, on n'avait jamais décrit que les obèses étaient particulièrement sensibles à ça. C'est dans cette maladie qu'on l'a vu. Et ça, on a su ça, nous, en juin 2009, on savait ça. Les États-Unis disaient, mais tiens, il y a une surmortalité chez les obèses. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que
pour en revenir à la vaccination, c'est quand on a, au fur et à mesure que nous savions quels étaient les vrais groupes à risque, nous pouvons, mais encore une fois, il faut lutter contre la lourdeur de ce système et lui donner de la réactivité en situation d'épidémie. Nous savions qu'il fallait changer de cible dans les populations à protéger. D'accord ? Et donc ça, c'est une grande leçon, c'est-à-dire que, en général, dans les pandémies du passé, telle et telle population, les sujets de plus de 65 ans sont à protéger en priorité. Dans cette pandémie, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le problème. En réalité, on a su qu'après, une partie importante d'entre eux avait déjà été protégée. Oui. Donc ça, c'est des leçons qu'on prend au fur et à mesure. Et pour ça, il faut avoir des centres de compétences dans lesquels sont réunies les capacités diagnostiques, d'observation, d'épidémiologie, de soins, qui analysent en permanence les données et qui disent, écoutez, voilà ce qu'on est en train de voir, et qui analysent les données internationales pour dire, écoutez, voilà comment nous devons évoluer pour être réactifs face à cette situation. Donc y compris si on veut reprendre le modèle de la guerre, si vous voulez, vous ne pouvez pas décider le plan de la guerre avant de commencer la guerre et puis dire elle ne change pas au jour le jour, elle change tous les jours. Donc tous les jours quelque chose changeait. Pardon ? Il faut de l'adaptabilité et il faut, encore une fois, générer des sources de compétences. Et les sources de compétences, c'est associer du diagnostic, du soin, de l'observation, du terrain, voilà, et mettre tout, et des équipes d'épidémiologie qui soient capables d'analyser ça et de mettre tout ça ensemble. Et donc, moi, je crois beaucoup au pôle de compétences. Je crois à ça. Je continue à croire que c'est comme ça. Et comme le plus grand pôle de compétences que nous avions a disparu en l'espace d'une trentaine d'années, qui était l'Institut Pasteur de Paris, avec l'hôpital Pasteur, avec tout autour, centre de diagnostic, eh bien, il faut bien que le pays trouve des structures pour remplacer ça, parce que, du coup, ces structures-là nous manquent. Voilà. Bien, merci, Madame, de cette intervention. Je me tourne vers mes collègues, mais je n'en vois plus énormément, n'est-ce pas ? Donc, je crois que nous allons pouvoir terminer cette audition. Merci, monsieur. Maintenant, puisque toutes les questions que j'avais à vous poser, j'ai pu vous les poser. Merci, monsieur. Et je vous remercie infiniment de vous être livré à cet exercice avec beaucoup de patience et de pédagogie. Merci. Mais merci beaucoup. Merci de prendre ce temps pour écouter. Ah oui, mais monsieur. vous savez, c'est un choix, quoi. Très bien. Monsieur le professeur, on vous remercie infiniment de cette intervention très intéressante, très stimulante, et qui va sans doute être à l'origine de nombreuses questions de la part du rapporteur, des collègues, à qui je passe la parole, et de nos collègues ici présents, bien entendu. Oui, monsieur le professeur, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention, vous l'avez peut-être vu, et évidemment, je suis, moi aussi, en écoutant les uns et les autres, on a évolué dans notre connaissance d'abord de cette épidémie, dans notre connaissance du plan qui a été mis en place, dans notre connaissance de l'efficacité de ce plan, et dans la nécessité peut-être d'une certaine adaptabilité du plan. Bon, les pôles de compétences, nous n'avions pas encore pensé à cela, mais nous avions quand même pensé qu'il fallait, dans les centres de décision, qu'il n'y ait pas que des experts qui conseillent les décideurs, mais qu'il y ait aussi des hommes de terrain qui puissent venir conseiller également les décideurs et leur dire à tel endroit, ce que vous dites n'est pas tout à fait exact, pour l'instant j'ai pas encore vu ceci ou cela. Donc on se retrouve sensiblement en phase avec ce que vous venez de dire. Alors, j'avais des questions préparées, mais vous y avez pratiquement répondu dans votre intervention, donc je ne vais pas revenir dessus. Ce que je voudrais dire, c'est que, à l'évidence, et sans vouloir vous choquer, parce que je suis pas là pour ça, et puis je vous dis, je suis bien d'accord avec vous, je connais bien Jean-François Mattei, et j'ai aussi beaucoup d'amitié pour la faculté de médecine de Marseille. Mais dans le Vaucluse à côté, mais j'ai rencontré votre doyen, etc. il n'y a pas tellement longtemps. Mais je constate aussi, à la lecture de documents et d'interviews que vous avez accordé au mois de septembre dernier au Monde, que votre pensée a évolué également par rapport à l'intensité de la grippe sur le terrain.
Clairement, ce que vous disiez en septembre dernier correspond sensiblement à ce que vous dites aujourd'hui, mais vous n'appeliez pas ça, vous disiez d'ailleurs, la grippe H1N1, ce ne sera pas une grippette. Vous disiez aussi, si le froid arrive, la grippe H1N1 va se développer. Or, on a tous constaté le contraire. Donc, est-ce que, la seule question que je vais vous poser, est-ce que dans ce cadre-là, on peut encore dire que les experts qui se fiaient sur leur expérience se sont véritablement trompés, ou si c'est le virus qui était plus intelligent qu'eux et qui les a trompés au bout du compte? Alors, je vais vous dire, si vous regardez, alors les données écrites et les données télévisées ne sont pas de même nature, parce que les données télévisées retransmettent l'ensemble. Les données écrites, pas nécessairement. Je commence toujours, quand on me demande, écoutez, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer, je commence toujours par dire, je ne sais pas. Maintenant, je vais vous donner mon opinion. D'accord? Demandez mon opinion, et mon opinion, bien entendu, elle est comme celle de tout le monde. Elle ne peut être basée que sur l'analyse de ce qui s'est passé antérieurement. Pour ce qui s'est passé, il y a deux éléments, si vous voulez, dont pour lesquels je suis très. Je pense que j'ai été le seul, au moins le tout premier dans ce pays, à attirer l'attention dessus, et je continue à penser que c'était vraiment une bonne idée et que ça a probablement aidé à diminuer les choses. C'est que les informations les plus importantes qu'on avait, c'est pour ça que je pense que la grippe ne tuera jamais autant qu'avant, c'est qu'on avait une analyse qui est sortie en mars 2009, si vous voulez, de la grippe espagnole et qui montrait que les 3/4 des gens étaient morts d'infections bactériennes, pneumocoque, hémophilus, staphylocoque. Et que donc, moi, je crois que j'étais le premier, bien que je n'ai pas de relation avec les gens qui vendent le vaccin contre le pneumocoque, j'étais le premier à dire, attendez, il faut faire la vaccination pour le pneumocoque, parce que ce sera un point important, et contrairement à ce qu'on enseigne en médecine, il faut traiter par antibiotiques la grippe relativement tôt. Excusez-moi de vous interrompre, mais dans la région, vous avez été suivi. Tout à fait. Parce que les médecins ont beaucoup vacciné contre le pneumocoque. Tout à fait. Et ça, je pense que ça fait, si on regarde, et y compris, il se trouve que, par chance, j'avais dans mon laboratoire, cet été, comme en sabbatique, si vous voulez, en congé sabbatique, l'anatomopathologie qui travaille au Center for Disease Control, et donc qui faisait toutes les nécropsies des grippes aux États-Unis. Et donc, on voyait que déjà par rapport à la grippe espagnole, il y avait 30 à 40% encore dans cet épisode de grippe de morts qui étaient mortes sur infection bactérienne, et puis, je sais pas combien, 60% qui étaient morts vraiment d'autres choses. Après, pour vous dire la malice, moi je suis, les gens qui font des maladies infectieuses, moi qui font de la recherche dessus, sont des écologistes. Donc, c'est-à-dire, on sait que tout ça, c'est des situations complexes dans lesquelles il y a de multiples partenaires. C'est une des raisons pour lesquelles je ne crois pas aux modélisations et à la projection. Je pense que la modélisation, c'est une escroquerie. Il n'y a pas de modélisation possible. Je vais vous donner un élément qui est un élément incroyable, que peut-être, je ne sais pas si vous avez entendu Bruno Lina, mais que Bruno Lina a trouvé, qu'on a trouvé aussi, qui est tout à fait extraordinaire. C'est une chose qu'on ne savait pas. Il y a eu une balance qui n'a jamais été décrite entre l'épidémie de rhinovirus et l'épidémie de grippe. Il vous a raconté ça? C'est extraordinaire. Attendez, il se trouve que je suis l'acteur en chef du journal européen de maladies infectieuses. Donc j'ai fait un numéro spécial sur la grippe où on a demandé, en particulier avec les partenaires français, voilà, quelles sont les choses les plus importantes, et Bruno Lina nous a donné ça. C'est-à-dire, ce qui est un merveilleux papier. C'est-à-dire qu'il y a une balance dans tous les prélèvements qu'il a eus. Il y a une cinétique inverse des infections par rhinovirus qui donnent des rhumes, essentiellement, des maladies très peu graves, et de la grippe. C'est-à-dire que la grippe, quand vous parlez effectivement de l'interview de septembre, on a du premier cas que l'on ait détecté dans le sud-est de la France, nous on faisait tout le sud-est de la France, jusqu'en septembre, toutes les semaines, on a doublé les cas. Toutes les semaines. Et puis, ça s'est stabilisé en septembre, pendant 3 semaines, et puis c'est reparti en octobre, et puis ça s'est arrêté en novembre. Voilà. Et puis après, ça a commencé à diminuer, et il n'y a pas eu de rebond. Eh bien, cette période-là, où sans qu'on comprenne pourquoi, l'épidémie de grippe n'a plus augmenté, en septembre, elle était contemporaine d'une épidémie de rhinovirus. Pourquoi est-ce qu'il... Je ne dis pas qu'il y ait de lien de cause à effet. En tout cas, il y a une relation statistiquement significative entre le fait qu'il y ait des rhinovirus qui ont la même niche écologique, si vous voulez, et le fait qu'il n'y ait plus de H1N1. Ça n'a jamais été décrit dans la littérature, ça. Personne ne le savait. Donc, si vous voulez, le niveau de connaissance qu'on a acquis là maintenant dans l'étude de cette épidémie est considérable, nous a apporté des connaissances considérables qui changent complètement l'approche que l'on a de la grippe.
là aussi, si vous voulez, je fais partie des gens qui sont extrêmement surpris parce que c'est jamais arrivé. La disparition, l'absence de grippe saisonnière cette année, c'est un truc qui est complètement fou. C'est un truc incroyable. Donc on est parti avec une pandémie, avec un déroulement extraordinaire, et on se trouve avec moins de grippe que ce qu'on n'en a jamais eu. C'est un truc extraordinaire. Donc si vous voulez, c'est pour ça, encore une fois, je crois qu'il faut être prudent. Moi, je toujours commencé à dire, voilà, il faut différencier le savoir. Il n'y a pas de savoir total, authentique, mais le savoir, quand on analyse des situations qui ont déjà existé, à se préparer à quelque chose que l'on voit arriver, sans en savoir le devenir, en essayant de voir qu'est-ce qui est le plus capable de se passer. Pour revenir sur la notion de grippette, je vais vous dire, je maintiens ce que j'ai à dire parce que, alors je ne me souviens plus combien c'est, mais dans les hôpitaux de Marseille, il y a eu 57 ou 60 morts. D'accord ? Je vais vous dire une chose. Et donc, je serais très content que vous le transmettiez. Je suis, comme la plupart des gens, persécuté par les pompiers de mon hôpital, ma faculté. Je vais vous dire, vous savez combien il y a de gens qui sont morts par incendie dans les hôpitaux depuis 15 ans ? Aucun. D'accord ? Si vous savez ce que ça coûte en termes de fonctionnement, d'investissement, de nous empêcher de travailler, et vous dites, alors, ça fait partie des mythes pour lequel personne n'a le droit de lutter contre les pompiers qui sont considérés comme des sauveurs de l'humanité, qui en réalité empêchent tout le monde de travailler pour prévenir des risques qui n'existent plus. Donc là, vous me dites, écoutez, finalement, c'est rien, vos 50 morts, on s'en fiche un peu, finalement, c'est pas beaucoup, c'est mort, parce qu'on avait prévu, les autres, ils avaient prévu 500 000. Moi, je trouve que c'est beaucoup. En plus, si vous prenez les morts en question, c'est les morts qui sont des morts jeunes, et des conditions, si vous voulez, la mortalité, j'ai vu, c'est aussi un des grands bénéfices de cette épidémie. Il s'est passé pour la première fois des stratégies de réanimation qui n'existaient pas, qui ont été inventées pour cette occasion. Vous savez qu'ils font, enfin, je ne sais pas si vous savez ça, si vous racontez ça, mais ils font des circulations extracorporelles pour attendre, quand les poumons ne marchent plus du tout, attendre jusqu'à 3 semaines sous circulation extracorporelle. C'est inouï. Il s'est passé un truc absolument inouï en termes de technologie. Donc, tant mieux. Il se trouve qu'en plus de ça, les patients étaient jeunes, ils pouvaient supporter d'avoir 3 semaines de circulation extracorporelle, mais en pratique, il est mort des gens jeunes sur l'ensemble du pays, vous savez probablement plus que moi, et de gens dont on a vraiment documenté qu'ils étaient morts de grippe en plus. C'est-à-dire c'est une proportion de l'ensemble. Ça fait des morts, ça fait beaucoup de morts, de mon point de vue. C'est-à-dire que c'est un problème récurrent, d'une mortalité qui est quelque chose qui est importante, comparé à des choses dont la priorité ou la hiérarchie a été considérée comme extraordinairement importante. Regardez, moi je sais pas, je sais qu'on est en train de repréparer une loi pour encore augmenter le niveau de sécurité dans les ascenseurs. Je sais pas combien il y a de gens qui sont morts dans les ascenseurs depuis 10 ans, mais il n'y a pas dû en mourir beaucoup. On a dû tous changer nos ascenseurs, ça coûte un prix phénoménal les ascenseurs, et il paraît qu'il y a une nouvelle loi pour encore redurcir la loi sur les ascenseurs. Alors au bout d'un moment, moi, ce qui m'intéresse, c'est la santé publique. C'est combien, c'est combien il y a de morts. Après, si vous me dites, écoutez, c'est pas important 1000 morts, ou 2000 morts, ou 3000 morts. Je dis d'accord. Pourquoi? Dans l'autre main, qu'est-ce que vous avez? 10 000 morts à me proposer? Moi, je suis d'accord. 10 000 morts. Moi, c'est mon estimation sur la mortalité par les bactériémies nosocomiales dans les hôpitaux. Si vous me dites, écoutez, c'est plus important de s'occuper de ça. Le ministère dit 4 000, moi, je dis 12 000. D'accord? Parce que là aussi, si vous voulez, la mesure du ministère, c'est une mesure virtuelle. Vous le savez, si vous êtes médecin, vous savez comment on déclare les septicémies nosocomiales. On dit, voilà, il y a une bactérie nosocomiale, et on demande à 3 médecins s'ils sont d'accord, dont celui dont c'est le malade, pour reconnaître que c'est une infection nosocomiale et de marquer sur le dossier ce malade une infection nosocomiale d'avant service. Ben, je peux vous dire, le résultat, c'est qu'il y a moins d'un tiers qui sont déclarés. Nous, on a fait ce que j'ai demandé. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans le rapport, ce qu'on les gens appellent le syndrome-based medicine, qui n'existait pas en France, qui commence maintenant, y compris la mesure de la mortalité, c'est-à-dire d'avoir des facteurs de mesure qui soient entièrement indépendants de l'interprétation des médecins. Parce que ces facteurs, dès qu'il y a une interprétation des médecins, dès qu'il y a interprétation, les choses deviennent complexes. Si on ne mesure que les faits, donc nous, on a mesuré ça, les bactériémies, chez les gens qui étaient hospitalisés plus de 72 heures, on a regardé combien il y en avait qui étaient morts dans les 5 jours qui suivent, ben, nous, nos chiffres, c'est 12 000 morts par an. Donc, si vous voulez, là aussi, je suis sûr qu'il y a des choses, ça fait 3% de la mortalité, 2,8% de la mortalité en France. D'accord? C'est pas rien. Donc, là, c'est pareil, on estimait, à tort ou à raison, vous savez comment on estime la mortalité de la grippe en France? Vous avez une idée de comment on l'estime? Il n'est pas inutile que vous nous le répétiez. Écoutez, c'est une histoire très intéressante qui nous connectera avec ce qui s'est passé avec Jean-François et avec la canicule. Quand Jean-François Mattei s'est retrouvé dans la canicule,
j'ai discuté avec lui, comme vous le savez, c'est mon ami, je lui ai dit, écoute, regarde, mais personne ne comptait les morts, et donc regardons à compter les morts. Et donc il a fait faire par le ministère une étude qui vous explique à la fois l'ambiance de la grippe et ce qui a été découvert, c'est-à-dire qu'en France, personne ne regardait les morts. Donc vous voyez, tout est virtuel, que ce soit pour les ascenseurs ou pour les pompiers, tout devient entièrement virtuel. Et je pense que s'il y a quelque chose à introduire dans ce pays, c'est le culte du nombre, du dénombrement. Et donc, quand Jean-François Mattei a fait faire ce travail, il a fait faire ce travail sur 50 ans. Qu'est-ce qui a été vu? C'est que, si vous regardez donc la courbe, et vous pouvez pouvoir l'obtenir, elle est publiée, je crois, sur le site du ministère, vous n'avez pas eu une canicule, mais vous avez eu 3 épisodes dans lesquels il y a eu plusieurs milliers de morts, plus de 7000 morts en 50 ans. C'était 76, 83 et 2003. Donc, une seule a fait l'objet d'une enquête, d'un travail. Mais en réalité, c'était la 3e que personne n'avait notée parce que personne ne comptait les morts. À côté de ces 3 épisodes, il y a eu 2 autres épisodes notables, qui étaient 57 et 68, qui étaient quoi? Les 2 grands épisodes de grippe. D'accord? Et donc, si vous regardez les grands accidents contemporains de grande surmortalité, où on compte en milliers de morts, eh bien, 5, 7, 8 000 morts, eh bien, c'est 3 épisodes de canicule et 2 épisodes de grippe. Donc vous voyez les choses qui sont capables d'influencer d'une manière significative la courbe annuelle de mortalité, et ça a été pour 50 ans. Pour ceux qui a pu donner des pics, ça a été 2 grands épisodes de grippe, et de grippe, donc c'est 2 pandémies grippales, et 3 épisodes de canicule. Ensuite, quand vous regardez dans l'année, toutes les années, il y a une surmortalité hivernale, dont on ne sait pas la cause, mais dont on sait, comme médecin, que c'est contemporain de maladies plus communes pendant la période hivernale, et au premier chef desquelles la grippe. Et donc, nous, mais comme tout le monde, comme le CDC, comme personne ne mesure, coupe le pic et dit voilà, ici, vous avez 5 à 10 000 morts, c'est la grippe. C'est pas la grippe, c'est les infections saisonnières de la saison froide des pays tempérés. À l'intérieur de ça, il y a la grippe, il y a la gastroentérite, il y a des pneumonies, il y a des surinfections. Et donc, donc on est dans une situation, vous voyez, où personne n'a investi la connaissance de ce pic épidémique qui tue entre 5 et 10 000 personnes. Tout le monde sort son chiffre en disant moi c'est la grippe, moi c'est ceci, cela, mais en réalité on n'en sait rien du tout. Ce qui est la plus grande cause de mortalité variable dans ce pays, si vous voulez. Donc il y a un manque de connaissances de base qui est considérable. Et ensuite, face à ce manque de connaissances de base, d'un coup, parce qu'il y a une pandémie, tout le monde s'affole. Donc moi, je regrette beaucoup. Les Américains sont très réactifs, mais ils ont une très grande chance. Si vous voulez, par rapport à nous, et ils ont une très grande avance sur le domaine des maladies infectieuses, c'est que chaque crise comme ça nécessite une réponse sociale qui est parfois démesurée, parfois trop chère. Mais c'est comme ça. C'est pas plus, à mon sens, dans ce domaine-là que dans d'autres. La différence, c'est qu'il y a une proportion qui est de 20 à 30% aux États-Unis à chaque fois qui est consacrée à de l'infrastructure. Ce qui fait que chaque crise augmente de l'infrastructure et l'infrastructure du pays augmente. Et donc, si dans cette crise, si vous voulez, 30% avaient été investis dans l'infrastructure, vous vous rendrez compte qu'on garderait ces 30% pour autre chose, vous voyez, pour la prochaine crise. Et donc, on bâtirait au fur et à mesure ce qui est le sens de ce que je disais quand j'avais fait un rapport au ministre, en disant très bien, répondons à l'inquiétude sociale, aux besoins politiques, mais en même temps, construisons pour que petit à petit se fasse des infrastructures, des centres de compétences, qu'on renouvelle ça, que l'on est. Vous savez, moi je suis très admiratif de l'Italie. L'Italie a commencé pour le sida à dire écoutez, puisque c'est la réinvention de la contagion, il nous faut réinventer ce qu'on a fermé, c'est-à-dire les hôpitaux de maladies infectieuses, il nous faut réinventer ça. Et donc ils ont décidé, c'est le gouvernement italien qui a dit on va faire ça, un à Rome, un à Milan, la plus grande ville et puis la capitale, on va faire des hôpitaux de maladies infectieuses modernes. Moi, je vous assure, je suis allé à Milan, je vous engage à y aller, j'étais décomposé. On est un pays sous-développé à côté d'eux. Ils ont un hôpital à Milan dans lequel il y a 4 étages de services de maladies infectieuses, dans lequel vous avez 25 lits en chambre en dépression en P3 pour chacun, des capacités de travail et de biologie en P4, qui datent qui ont commencé il y a 20 ans. Donc nous, on a eu péniblement, on a été les premiers à avoir 7 chambres d'isolement pour pouvoir traiter les malades extrêmement contagieux à Marseille. À l'époque, il y en avait 0 à Paris. Donc, si vous voulez, il y a un retard structurel d'infrastructures, de constitution d'infrastructures, qui fait qu'effectivement, et qui vient, cette absence de connaissance rend les gens plus fragiles, plus peureux, parce qu'on n'a pas le tissu pour répondre à ça. Et donc, je crois qu'il y a un vrai problème de fond, qui est, il faut apprendre à quantifier tout ça,
il faut apprendre à quantifier les risques de manière à y faire face, et ensuite il faut créer du vivier, un tissu solide qui permette de réagir à ça. Et ensuite, est-ce que ça nous empêchera de commettre des erreurs dans l'avenir? Sûrement pas. Comme on passera notre vie à commettre des erreurs comme on a toujours fait avant. Mais après, c'est l'ampleur des erreurs et notre capacité à bâtir une réponse. Oui, mais ça, c'est la base de la sagesse et la plus grande manifestation de l'orgueil. C'est ce que je crois. Oui. Je reconnais mes erreurs très volontiers, mais c'est pas du tout une manifestation de modestie. Mais je ne pensais pas à vous en disant cela. Bien, monsieur le rapporteur. Juste peut-être encore une question pour laisser mes collègues répondre, parce que malheureusement le temps passe et c'est intéressant. La directrice de l'Institut de veille sanitaire nous a quand même fait remarquer que cette année, on attendait une pandémie. Elle n'est pas arrivée vraiment. On parlait d'une grippe saisonnière, vous avez dit qu'on l'a pas eue. Les rhumes, les rhinovirus, il y en a eu, mais on n'a pas eu. Il y en a eu moins que les autres années. Les épidémies de gastro-entérite, il n'y en a pratiquement pas eu. On attendait le froid, on a eu le froid. Mais et la question qu'elle se posait, c'est la question que je vous pose, c'est que il y a eu un plan qui a été mis en place de lutte contre la pandémie, dans lequel il y avait une vaccination massive. Était-ce utile ou est-ce utile? Et comment faut-il faire pour que ce soit utile et efficace? Il y a eu, on a mis en place les masques. Bon, on a acheté beaucoup, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire, mais il y a surtout eu la mise en place du lavage des mains. Et ça, est-ce que c'est pas en plus il y a eu aussi dans le plan et dans les dépenses faites par l'État, pour revenir sur ce que vous disiez de la mise en place de services, etc., on a quand même acheté du matériel de réanimation, etc., dans les hôpitaux. Donc il y a eu un investissement intéressant qui reste après coup. Mais est-ce que l'une des grandes leçons à retirer, ce n'est pas de demander aux gens de se laver les mains régulièrement et de continuer à le faire? Bon, sûrement. À mon sens, c'est un des très grands bénéfices. C'est partout. Le message, même si à la fin il était un peu lassant dans les aéroports, dans le truc, a été très très répété. Les gens se sont lavés les mains, les gens se sont mis de l'alcool sur les mains, et ça, c'est une chose qui est extraordinairement importante. Oui, je suis d'accord. C'est un bénéfice considérable. Moi, je fais partie de ceux, si vous voulez, qui pensent que d'abord j'aime faire de la recherche, et donc cette observation de cette épidémie nous a appris énormément. Et c'est une grande avancée dans la connaissance pour nous et puis pour beaucoup d'autres. Et ça, cette réalisation, si vous voulez, de l'importance du lavage des mains, du passage des mains à l'alcool, est une chose qui est tout à fait extraordinaire. Et donc, je crois que ça sera extraordinairement utile à l'avenir dans le pays. Tout à fait. Je pense que c'est un bénéfice considérable pour la société. Donc je pense que c'est d'une nouvelle pandémie, si elle arrive un jour, comment organiser la vaccination? Écoutez, je crois qu'il y a plusieurs choses. On est en train de réfléchir là-dessus, on est en train de faire un article pour essayer de voir comment, face à une nouvelle situation, on ne se retrouvait pas dans une situation comparable. La première, c'est celle-ci, c'est que moi, je crois, j'avais bien suivi l'histoire de la vaccination de l'hépatite B, et je crois que j'en ai suivi le déroulement, qui nous mettrait, si on avait une obligation vaccinale, aux États-Unis, il y a des États dans lesquels la vaccination pour la grippe était obligatoire. Donc les gens qui ne le prenaient pas étaient renvoyés. Voilà. On ne pourrait pas faire ça parce que on sait que la législation française dit s'il y a un doute, et on n'arrive jamais à lever un doute, par définition, il doit bénéficier à celui qui a eu l'obligation, et donc on se recréerait dans exactement les mêmes conditions de quelqu'un dirait mais il y a un doute de lien de causalité entre la vaccination et n'importe quel événement qui serait produit dans la semaine qui suit. L'État serait obligé de l'indemniser, comme c'était le cas pour l'armée, etc. Et donc on ne peut pas revenir sur l'obligation. En revanche, ce que je crois très important, mais parce que c'est mon point de vue, c'est que si on accepte la nécessité d'avoir des services spécialisés, qui je crois va s'imposer dans les études qu'on va faire sur la contagiosité intra-hospitalière. C'est-à-dire que les gens qui ont une grippe ne doivent pas être envoyés avec les aléas des urgences, une fois en neurologie, une fois, ce qui se fait actuellement. D'accord ? Donc je crois qu'il faut structurellement avoir un préacheminement des urgences infectieuses dans un site dans lequel ils ne se mélangent pas avec les autres.
La deuxième leçon de l'épidémie, c'est qu'on sait qu'il faut pour 1 million d'habitants entre 20 et 40 lits pour une épidémie de cet ordre, et y compris l'épidémie saisonnière, parce que nous, on avait déjà rapporté des épidémies intra-hospitalières dans les hôpitaux sud, à la Timone, de grippe pour des gens qui étaient rentrés moi, je me rappelle, il y en a eu 18 cas dans un service d'orthopédie. Tous les malheureuses personnes âgées qui étaient là ont été infectées parce qu'on a fait rentrer une grippe là-dedans, à Marseille. D'accord ? Donc, ce problème-là, il existait avant cette pandémie, il existe toujours. C'est-à-dire, l'hospitalisation dans des services spécialisés pour les maladies infectieuses des gens contagieux est une chose qu'il faut repenser et qu'il faut réorganiser sans avoir des hôpitaux lazarés comme on avait avant. Et donc, ça a été évalué par nous, comme par d'autres, en Nouvelle-Zélande, en Australie, que pour quelque chose qui a ce niveau de contagiosité, il faut 20 à 40 lits par million d'habitants. Donc on sait ce que sont maintenant les chiffres, on les a. D'accord ? Une gestion, donc un préacheminement des urgences. Une gestion pendant les périodes où il y a une contagion importante de services qui sont spécialisés là-dedans. Et alors là, vous pouvez gérer la vaccination parce que le personnel qui appartient à l'assistance publique, qui décide d'aller dans ce service-là, a comme engagement personnel de se vacciner pour les maladies qui sont là-dedans. Et donc, s'il ne veut pas, vous l'affectez à un autre service. D'accord ? Vous ne le renvoyez pas. Il n'y a pas d'obligation vaccinale pour l'établissement, mais il y a une obligation vaccinale pour aller travailler dans un service de contagieux, ce qui est quand même défendable, si vous voulez. C'est quand même raisonnable. Et on a montré qu'il y avait beaucoup moins de transmission à l'intérieur des services de contagieux. Et le troisième point qui est un point très intéressant, c'est qu'un des modes de contamination majeurs, c'est dans les services de radiologie. Donc il faudra penser à la gestion de ça, la contagiosité nosocomiale des infections de la grippe dans le monde entier. Mais chez nous, on a constaté la même chose, c'est les services de radio. C'est-à-dire que vous emmenez quelqu'un qui va passer la radio du poumon, alors qu'on sait que c'est inutile, la radio du poumon. On s'en fiche. C'est ce qui compte, à la limite, c'est l'État, la Disney. Vous voyez, donc, être avare de déplacement dans l'hôpital, avare de déplacement à la radiologie pour éviter qu'il y ait contact d'autres malades et le contracte, ou infecte le manipulateur radio qui lui-même va infecter les autres malades. Vous voyez, c'est des clés qu'on a appris dans cet épisode de pandémie qui fait que si on applique simplement les leçons que nous avons eues dans cet épisode de pandémie, nous devrions, y compris la saison prochaine, parce que je pense qu'il y aura quand même de la grippe, une prédiction, je ne sais pas, mais je pense qu'il y aura une autre épidémie de grippe saisonnière l'année prochaine. C'est vraisemblable. Eh bien, si nous sommes préparés, nous diminuerons de manière très importante, y compris la mortalité intra-hospitalière à la contamination nosocomiale, et nous gérerons d'une manière raisonnable cet épisode. Voilà. Ce que je voulais dire, la vaccination dans tout ça. La vaccination, déjà, pour le personnel, c'est une chose. La deuxième chose, je crois, alors vraiment, c'est une erreur, je l'ai écrit, ça, assez tôt, la vaccination, il faut faire ça avec les médecins généralistes. Oui. Et donc ça, depuis le départ, de dire que c'est le préfet qui va gérer les vaccinations, oui, c'est une erreur. Oui. C'est encore une fois, c'est parti de la vaccination, encore une fois de la grippe aviaire, en disant, écoutez, on fait un truc, c'est la guerre, on va mettre les gens dans des stades, on va tous les faire vacciner, c'est un truc. Moi, donc la vaccination de masse, vous êtes... C'est, à mon sens, il fallait mettre ça à disposition des médecins. Le fait de ne pas le faire, ça fait que les gens qui sont en réalité les troupes pour lutter contre les maladies, quand même, c'est les médecins, se les rendre hostiles. Ensuite, eux-mêmes diffusaient un discours qui était fâché, vexé contre les mesures gouvernementales, qui les sortaient d'un circuit qui est leur métier. C'est déraisonnable. Voilà. Donc, si vous voulez, je pense que toute l'organisation depuis le départ, avec cette stratégie sur la grippe aviaire, la gestion de ça comme une guerre, ça a marginalisé toutes les compétences et que c'est une erreur. Et vous l'aviez dit dès le départ. Pardon ? Vous l'aviez dit dès le départ. Oui. Et on peut être que d'accord, enfin nous toujours là-dessus complètement. Juste encore une petite question, mais je crois qu'ensuite il y a mes collègues qui veulent vous poser des questions. L'une des leçons qu'on peut tirer aussi, c'est finalement la totale absence de préparation plutôt, du corps médical et des corps paramédicaux à la lutte contre un danger. Je prends quelques exemples. On a un nuage de poussière qui passe sur le territoire national. On n'a pas les professionnels de santé qui sont préparés à s'organiser entre eux pour lutter contre ça. On a en PACA Cadarache qui explose ou Marcoule qui explose. On a un nuage atomique. On n'a pas de plan de lutte contre les accidents de ce type-là, avec en particulier la participation des libéraux, enfin des médecins, du corps médical à l'intérieur de cette lutte. Est-ce que vous pensez qu'il faille que nous allions jusque-là dans notre rapport, dire que peut-être quelque part, il faudrait mettre en place, comme dans le cadre des collectivités locales,
Nous, les mairies, les villes, on est obligés de mettre en place des plans de lutte contre les inondations, des plans de lutte contre ceci, contre cela. Et on a tout un protocole qui est mis en place et qui s'applique et qui marche bien d'ailleurs. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait nécessaire? Position, toujours dans mon rapport, mais je continue à y souscrire, qui était, dans ce pays, un des problèmes dont je maintiens qu'il est critique, c'est l'organisation d'une façon qui ne soit pas purement volatile pour faire face simplement à un problème ponctuel tel qu'il est posé par la société. Donc à l'époque, et je maintiens que c'est une réforme structurelle qu'il faudrait faire, même si elle lutte contre un certain nombre de corporatismes. Qu'est-ce qui se passait quand il y avait la crise du bioterrorisme? On a créé une commission du bioterrorisme distincte de la commission du clin, distincte de la commission des antibiotiques, et là, pour la grippe, on a créé une commission de la grippe. Et tous ces gens sont les mêmes. D'accord? Donc si on arrêtait tout ça et qu'on disait, écoutez, on va faire un comité de lutte contre les infections en général dans chacune des structures de soins qui regroupera. Alors vous savez pourquoi on ne pouvait pas le faire? C'est parce qu'on pouvait pas le faire parce que les clins peuvent être dirigés par les enseignants de santé publique, parce que si vous mettiez dans la commission des antibiotiques, il y avait les pharmaciens, est-ce que si vous disiez qu'à la fin c'était les médecins qui allaient gérer ça, d'un coup il y a tous les pharmaciens qui montaient au créneau, et puis tous les gens de santé publique qui montaient au créneau parce que ça devenait des maladies infectieuses. Donc c'est des questions purement et simplement de lobbying qui ont empêché de regrouper. Parce que vous auriez... Moi je disais, c'est pour ça que je prends souvent l'exemple des pompiers, je ne veux pas croire que j'en veux spécifiquement aux pompiers, mais la seule manière... Vous le savez, dans un hôpital, un chef de service de chirurgie, ça arrive dans mon hôpital, peut interdire au client de passer chez lui. Enfin, vous vous rendez compte? Donc on est en train de parler, je n'êtes pas obligé de me croire, mais même si vous croyez les chiffres du ministère, le ministère dit il y a 4 000, moi je dis il y a 12 000 morts dans les hôpitaux de maladies nosocomiales. Le ministère dit il y en a 4 000. Des morts par incendie, il y en a 0. Mais comment les pompiers ont un tel pouvoir et les responsables du clin n'ont aucun pouvoir? Quel est leur pouvoir? Leur pouvoir, c'est de recommander. Donc vous ne pouvez pas fermer un bloc, vous ne pouvez pas vous parler de distribution d'alcool. Nous, on connaît un chirurgien qui est contre l'alcool. Vous ne pouvez pas fermer son service. Vous ne pouvez pas lui imposer. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de déraison, là, dans le fait que... Vous avez l'alcool, vous savez? Oui, non, pas pour l'alcool pour boire. Donc, il y a une espèce de déraison, là. Et donc, qu'à un moment, si cette grippe est l'occasion de réfléchir sur les pôles de compétences. Ce dont nous parlons, c'est des pôles de compétences. Et donc, il faut organiser. Vous voyez, moi, je vois se succéder toutes ces choses. Je vais plus d'ailleurs au ministère. Je l'ai fait une fois. Je trouve que c'est beaucoup. Si vous voulez, surtout pour voir la vitesse d'application des recommandations qu'on a faites, qui auraient probablement permis à Jean-François Battey de rester quelques mois de plus. La mise en place de ça, c'est terriblement long. Donc, c'est pas dans le temps qui m'intéresse. Donc, mais encore une fois, si j'ai vu passer donc la mise en place des clins, et puis Kouchner a mis en place le médecin prescripteur d'antibiotiques. Là aussi, il y a une loi jamais appliquée, jamais eu les postes de péage. Et puis ensuite, moi, à mon époque, ça a été les trucs sur le bioterrorisme, là aussi distinct. Et puis on choisissait sur les trucs de bioterrorisme en forme de région militaire plutôt qu'en forme de CHU. Je me rappelle qu'il a fallu que je me batte au ministère de la Santé. Tout le monde était hostile au fait qu'on teste les poudres et que donc on commence à créer de l'architecture dans les endroits dans lesquels on est là 24 heures sur 24 à fonctionner tout le temps, c'est-à-dire dans les CHU. Ils voulaient mettre ça à l'INRA, à l'Institut Pasteur, où vous téléphonez le vendredi à 6 heures, il n'y a plus personne. Enfin, dans la CHU, il y a toujours quelqu'un qui répond pour s'occuper des choses. Donc il y a les centres de compétences, on ne peut pas les inventer. C'est les gros CHU. Et dans ces centres de compétences, et ensuite, dans tous les services d'hospitalisation, on est obligé d'avoir un clin, on est obligé d'avoir. Donc il faut regrouper les forces dans les centres de compétences qui ensuite se mettent en réseau avec les grands centres de compétences pour que les réactions ne soient pas pilotées par des gens qui sont ici complètement distants du terrain, mais par des gens qui sont sur le terrain et qui sont ensemble. Donc, si vous voulez, il faut réunir les compétences ensemble et il ne faut pas décliner 36 trucs. C'est pas normal qu'il y ait une commission des antibiotiques, un clin qui soit distinct. C'est la même chose, la lutte contre les infections nosocomiales et les trucs. Il faut qu'il y ait une structure de décision et qui est autorité, c'est-à-dire une autorité comparable à celle des pompiers qui disent écoutez, maintenant vous êtes un danger public, on vous ferme tant que vous ne lavez pas les mains ou tant que vous n'avez pas un comportement qui est cohérent avec les choses qui sont reconnues comme étant nécessaires pour lutter contre les infections. Voilà. Terminé. Je passe donc la parole à mes collègues qui souhaitent la prendre. Madame. Deux questions par rapport à ce que vous venez de dire. Ça veut dire que concrètement, est-ce que vous supprimeriez aujourd'hui, si vous étiez par exemple conseiller au cabinet du ministre, le comité contre la grippe,
Oui, bien sûr. D'accord. Et deuxièmement, si vous étiez aussi conseiller du ministre, l'année prochaine à la rentrée va se poser le problème à nouveau de qu'est-ce qu'il faut faire avec la vaccination pour celles et ceux qui se sont fait vacciner une première fois. Est-ce qu'il faudra les revacciner? Quelle est la politique que vous préconiseriez-vous en la matière? Donc, je vous redis ce que je pensais à l'époque et ce que je pense toujours, c'est-à-dire que et ce que j'avais écrit en préliminaire dans mon rapport au ministre, c'est que les crises ne sont pas indépendantes les unes des autres et que les hommes ne sont pas différents. Donc, il faut créer la compétence. Il faut créer de la compétence réunie, regroupée sur des sites qui soient des sites réels et pas des ministères. Je continue à penser ça. Donc ça, c'est la réponse au premier point. La deuxième réponse, si vous voulez, c'est que là aussi, il faut être très pragmatique, c'est-à-dire que il faut et donc nous avions eu l'occasion d'en parler, puisque je crois qu'au Sénat repassera le problème de la loi de bioéthique. Il faut pouvoir très rapidement tester sur les échantillons que nous avons en stock quelle est la persistance des anticorps. On sait le faire, il y a des techniques pour le faire, et donc on peut très bien dire maintenant, écoutez, on prend un échantillon de 150, 200, 300 personnes vaccinées, regardez quelle est la rémanence des anticorps au mois d'août, on saura. Ça, on sait le mesurer. Et on a su, grâce à ces techniques de sérologie, ces techniques de sérologie, vous savez sûrement, si vous avez entendu parler d'hommes de l'art, qui ont permis de montrer la proportion qu'il y avait seulement 30% des cas de grippe qui avaient été symptomatiques. C'est grâce aux techniques de sérologie dont on s'est rendu compte que, par l'inhibition des maculations, qui sont des techniques de sérologie assez robustes et assez anciennes, donc on peut très très bien mesurer le degré de protection. On peut le faire. Donc la politique, si vous voulez, il faut pas la question, c'est pas une question d'avis, si vous voulez, il faut le mesurer. Non, mais une mesure pratique, c'est de dire, écoutez, voilà, le ministère finance une étude auprès de 300 personnes vaccinées pour savoir quelle est la rémanence en moyenne des anticorps chez les gens qui ont été vaccinés. On verra bien. Et en fonction de cette réponse-là, vous direz, ben voilà, il faut revacciner, il faut pas revacciner. Exact quand on dit que comment dirais-je, la protection. Elles sont faites en France, elles sont faites ailleurs, ne vous inquiétez pas. La protection biologique n'est pas toujours identique à la protection clinique. C'est-à-dire, il peut y avoir une protection biologique sans protection clinique. Oui ou non? Vous savez bien que c'est pas des réponses des médecins, c'est pas des réponses à oui ou non. C'est des réponses généralement. Il y a une très très bonne corrélation entre la protection biologique et le truc. Après, les exceptions sont multiples. Mais ces études-là, les questions que vous posez, ces études-là sont des études scientifiques et qui existent. Moi, j'avais dit je crois, vous êtes l'exégèse de mes communications à la presse. Moi, j'avais dit, parce que ça a été publié en juillet, dès juillet, qu'on savait qu'il y avait besoin que d'une inoculation et qu'il y avait des anticorps de manière suffisante. Je l'avais dit en juillet. Écoutez, c'est pas la peine. Je l'ai écrit, j'ai dit, attendez, c'est pas la peine de faire un truc. On a les études. Avant les études, on pense tout ce qu'on veut, mais quand on a les études, on a les études. Mais alors, on n'y croit pas, on dit, d'ailleurs, toutes ces études, ça sert à rien, et mon opinion vaut mieux que toutes les études scientifiques. Il y avait des études qui mesuraient ça, l'impact de ça. Donc, on le savait, il y a 2 études qui sont publiées en même temps dans le New England sur la réactivité H1N1. On le savait dès juillet. Vous savez qu'une seule injection était nécessaire. On savait qu'il était très immunogène et que c'était pas la peine de le faire. On savait. Mais moi, j'ai dit ça. C'est pas la peine de faire. Oui, parce qu'il a fallu attendre et que. Non, mais il y a une autre fantaisie qui a été faite en France, et donc pour lequel je vous assure que c'est une chose. Je m'excuse, je suis aussi une deuxième chose à laquelle je suis particulièrement réticent, c'est la création permanente de hauts comités de ceci. J'espère qu'il n'est pas proposé la création d'un haut comité de la grippe, parce que ça n'aidera pas. Non, ne vous inquiétez pas là-dessus. Vous pouvez. Mais je suis bien d'accord. Donc, dans les hauts comités, le problème. Est-ce que vous pouvez nous envoyer les réfenses des études? Oui, bien sûr. Mais, si vous m'envoyez un petit mot en me demandant ça, je vous les enverrai, bien sûr. L'autre chose, c'est que, si vous voulez, il a rentré dans la vaccination, en plus une confusion extrême, qui est un truc qu'on a inventé en France, dont on ne sait pas pourquoi. Parce que quand vous avez un haut comité qui se réunit en plus au mois d'août, vous savez plus qui décide de quoi. Et donc, d'où est-ce qu'il est sorti en France qu'il fallait pas faire en même temps la vaccination H1N1 et la vaccination saisonnière, ce qui a rentré une confusion extrême dans l'esprit.
Oui, je sais, mais c'est basé sur rien scientifiquement. T'es le seul pays à proposer un truc pareil. Personne n'a jamais pensé à ce truc-là. C'est sorti de l'imagination d'un des types qui était autour de la table. On a dit on fait comme ça, oui on fait comme ça. Il n'y avait pas de science, il n'y avait pas de base, il n'y avait rien du tout. Enfin, je m'excuse. C'est comme ça qu'on a pris des décisions. Enfin, au bout d'un moment, moi, je voudrais bien savoir. D'ailleurs, on a bien vu. Moi, j'ai dit ça dès le début aussi. J'ai dit, attendez. Moi, d'ailleurs, pour moi, j'ai fait les 2 vaccins en même temps. Enfin, publiquement, pour que les gens disent, attendez, on va pas perdre de temps. Ça n'a pas de sens. Ça n'avait pas de sens. Et d'ailleurs, on est revenu dessus quelques mois après en disant, non, finalement, ça n'a pas de sens. Mais donc, ça veut dire qu'il y avait des prises de décision là, et je reconnais que je plains la ministre parce que dans cette situation-là, elle avait le haut comité qui lui avait dit une chose, et donc il y avait une excitation des foules contre le vaccin qui disait que si elle avait proposé autre chose, elle se serait faite lyncher. Et ensuite, l'Europe disait attendez, on n'a pas encore pris la décision parce que les décisions au niveau européen c'est encore plus long qu'au niveau français. On n'a pas encore pris la décision pour savoir si finalement il faut faire 2 injections ou faire une injection, alors qu'on avait les travaux publiés. Donc, si vous voulez. Globalement, il faut faire attention que tous ces hauts comités, ensuite, ils donnent leur avis, et puis le politique est bien embêté. S'il ne tient pas compte de leur avis, il prend des responsabilités bien plus graves que s'il tient compte de leur avis en disant, finalement, c'est de leur faute. Donc il faut faire attention à ne pas multiplier ces hauts comités dans lesquels c'est plutôt des gens qui sont hors course qui sont là. Parce que moi, je vous assure, je n'ai pas le temps d'aller dans les hauts comités. Hein. Qui en est dans les hauts comités, quand même. C'est un autre combat. Ah non, mais c'est intéressant. C'est très intéressant. Non, c'est très intéressant parce qu'effectivement, le cerveau féminin a une capacité d'adaptabilité, alors que le cerveau masculin a une capacité beaucoup plus conceptuelle. Et par rapport à ce que vous avez dit sur l'adaptabilité tout à l'heure, je pense qu'il y a plus de réactivité. Ah bon. Je sais pas. On le mettra dans le rapport aussi. Oui. Non, mais ça fait longtemps que je pense que les hommes. Gilbert Barbier. On a des chiffres pour ça. Ça fait longtemps que je pense que les hommes sont totalement moins performants. On se traduit maintenant le triomphe au XXIe siècle. On vit 10 ans de moins, on va moins à l'université et on va plus en prison. Donc il y a 10 fois plus d'hommes en prison que de femmes. Les hommes vivent 10 fois moins, 10 ans de moins, et il y a 60% de femmes par rapport à 40% d'hommes. Donc je pense que c'est nous qui sommes dans une situation actuellement d'infériorité évidente, sociale. Bien. Et on meurt plus jeune. Et on meurt plus jeune. Oui. Bien. Le Moi, débat. juste une question, c'est vous nous avez tiré les leçons de cette pandémie, donc de cette épidémie. Il y a quand même une chose qui était quand même inquiétante et que vous n'avez pas évoquée, c'est les cas assez particuliers de décès, notamment, moi j'ai visité le service de pédiatrie à Paris, où dans le cas d'épidémie de grippe saisonnière, on n'a pas tous ces problèmes de détresse respiratoire qui ont touché de très jeunes enfants. Et puis on a aussi ces décès de personnes jeunes qui sont décédées. Et ça, je crois qu'il y a eu un facteur peut-être psychologique qui a focalisé sur ces décès dus à la grippe, je le pense. Et quelles leçons vous en tirez pour la saison qui vient? Alors, encore une fois, puisque c'est le point sur lequel m'interroger, moi, il y a eu des morts dans le monde de documentés, ce qui est très différent des morts prévues ou calculées sur des différentes statistiques, de documentés. Vous voyez, dans le monde, on pense qu'il y a eu, je ne sais pas combien, 15 000, enfin, il y a une mortalité qui n'est pas négligeable, qui est avérée, qui sont des gens qui n'étaient pas des gens, comme on a dit pour la canicule, qui allaient mourir dans l'année qui suivait. Non, il y a des gens jeunes qui en sont morts, qui ont fait des formes gravissimes. Donc c'est une maladie qui a été grave, qui a tué des gens. Alors c'est toujours très compliqué parce qu'encore une fois, quand on prévoit qu'il va y avoir 10 000 morts et qu'il y en a que 800, on dit c'est pas assez. Mais en tout cas, c'est incontestable. Donc cette mortalité, surmortalité, cette gravité, nous on l'a constaté au fait qu'on a eu un besoin, je pense que, je ne sais pas si c'était quantifié en France, mais en tout cas nous on l'a quantifié à Marseille, on a eu un besoin d'ouverture de lits de réanimation et de création de circulation extracorporelle pour oxygéner ces patients, qui était tout à fait unique, qu'on n'avait pas eu jusque-là. Donc il y a eu des formes très graves, avec une augmentation du besoin hospitalier de prise en charge dans les réanimations respiratoires très significative. Donc ça, c'est incontestable. Donc encore une fois, je ne reviens pas sur le fait, je considère qu'on ne peut pas parler ni de grippette, ni de choses qui étaient banales, ni bénignes. C'est pas vrai. Donc je crois que c'est pas vrai. À côté de ça, encore une fois,
Les leçons qu'on en tire, d'abord, je crois que ce qui est acquis déjà dans le cadre des connaissances et de la compétence dans les insuffisances respiratoires, c'est une chose très importante. Et ce que je crois, j'ai vraiment des leçons. Enfin, moi, je vous en ai donné quelques-unes. Nous, c'est ce qu'on écrit. On est en train de faire un article sur l'analyse de ce qui s'est passé à Marseille dans la pandémie. C'est les points qui nous semblent importants. C'est le préacheminement et le traitement différencié des urgences. Le diagnostic de proximité. Nous, on a fait un point of care directement dans les urgences. On a commencé à mettre ça à partir de juin 2009. Donc à partir de juin 2009, on rendait le résultat en moins de 3 heures sur place par point of care. Ouais. On a été les premiers au monde à faire ça. Il y a le care et les anti-care. Hein, on a mis ça au milieu des urgences de l'hôpital Nord, qui était celui qui recevait le plus puisque là, il y a le service de maladies infectieuses. Et donc, on rendait tous les résultats, non seulement celui des savonnettes qui était positif que dans 50% des cas, qu'on pouvait rendre tout de suite, mais pour les autres, en biologie moléculaire. Après, on a été débordé à partir de septembre, on n'arrivait plus à le traiter comme ça. Mais tant qu'on traitait 20 à 30 prélèvements par jour, on les traitait directement, et donc les gens pouvaient tout de suite les donner du Tamiflu ou conseiller le masque à partir de ça. Donc, le diagnostic direct immédiat, et sa mise en place très rapide est un élément essentiel. Là aussi, la France avait fait une autre option dérivée du bioterrorisme, qui était de prendre les mêmes laboratoires qui étaient ceux du bioterrorisme pour que on y fasse seulement là les diagnostics. C'est pas raisonnable. Le diagnostic moléculaire, c'est un truc qui doit se faire dans tout hôpital, y compris un hôpital général. C'est quelque chose d'extrêmement banal. Il y a des automates pour faire ça. Et donc, là aussi, la leçon pour la prochaine épidémie, c'est qu'il faut évoluer. Il faut que dans tout hôpital d'une certaine taille, il y ait la capacité à faire du diagnostic moléculaire sur place. Enfin, moi, je trouve ça ridicule. Vous vous rendez compte qu'on recevait les prélèvements qui allaient de Perpignan, Avignon, jusqu'à Nice. On nous envoyait les prélèvements à Marseille pour faire le diagnostic. Les types hurlaient, il nous le faut dans les... Donc, il y avait le temps de transport, les trucs qui se perdaient, etc. Et en même temps, nous, à Nord, on avait, alors que mon laboratoire n'est pas à Nord, il est à la Timone, on avait délocalisé dans une pièce qui fait 12 mètres carrés, un interne qui faisait le diagnostic moléculaire tous les jours. Donc ça, si vous voulez, la technique moléculaire qui s'adaptera à toutes les épidémies, c'est quelque chose, en diagnostic de proximité, c'est quelque chose d'essentiel qui doit être diffusé dans tout le pays parce que c'est simple, c'est pas compliqué. Donc c'est pas des grosses machines, c'est de la technologie simple, automatisée, c'est fiable. Il faut des contrôles, mais c'est fiable. Donc il y a une diffusion des technologies actuelles qui doit évoluer, qui est un élément important. Le traitement différencié d'urgence est un point important. De localiser dans tout hôpital d'une certaine taille un certain nombre de lits en chambre seule capables d'être utilisés par des gens spécialisés dans la prise en charge de la contagion, ça servira à tout le monde. Ça servira pour la grippe, ça servira pour les diarrhées, ça servira pour les bactéries multirésistantes, ça servira pour tout le monde. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, effectivement, c'est d'avoir Non, c'est pas vrai. Et en plus de ça, nous, alors je peux vous dire, on a fait un truc, on a fait une différence. Il y a une différence significative dans le degré de contagiosité à l'intérieur des services, dans les services de médecine interne et dans les services de maladies infectieuses. C'est pas le même métier. Pardon ? Il y avait avant les services de maladies infectieuses. Bien sûr. Mais même si vous dites c'est dans un service de médecine interne, il y a une partie qui est réservée aux maladies infectieuses, si vous voulez, vous développerez de la compétence. Mais c'est des gens qui, vous savez, c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui ne croient même pas à la contagion. Notre rapport à la contagion, c'est compliqué. La contagion, c'est pas quelque chose qu'on voit. C'est très compliqué. Et donc, c'est un métier. La lutte contre la contagion, c'est un métier. C'est pas la médecine interne, c'est autre chose. C'est plus simple, à la fois dans la gestion, quand on le gère. C'est moins complexe, c'est moins compliqué. Et, en même temps, ça nécessite une ritualisation des fonctionnements que n'aiment pas les internistes. Les internistes détestent les choses qui sont répétitives, carrées, simples. La maladie infectieuse, c'est simple. C'est pas compliqué, la contagion. C'est de la rigueur. La médecine interne, c'est de l'imagination. C'est pas pareil. C'est pas les mêmes hommes. C'est pas les mêmes hommes. Bien. Avant de vous libérer, monsieur le professeur, je voudrais vous poser une dernière question concernant la vaccination. Alors, bon, effectivement, vous avez répondu, mais j'aurais voulu avoir votre avis concernant la commande des 94 millions de doses. Est-ce qu'il vous semble que cette commande, compte tenu des informations qu'on avait à l'époque, je vous rappelle que au mois de mai, le 5 mai, le secrétaire d'État américain avait déclaré publiquement que le virus H1N1 n'était pas plus virulent que celui d'une grippe saisonnière. Est-ce que vous pensez que l'achat de 90 millions de doses, alors évidemment, compte tenu du fait qu'on ne savait pas s'il suffisait d'une ou deux injections, disons que 45 000, la commande de 45 millions de traitements, est-ce que ça vous semble
proportionné au risque ou disproportionné par rapport au risque tel que on pouvait le percevoir, le connaître à l'époque. Bien entendu, aujourd'hui, avec le recul, il est facile de dire c'est délirant. Mais est-ce que, se replaçant dans le contexte, est-ce que ça vous semble une commande déraisonnable, surtout qu'elle intervenait avant que toute stratégie vaccinale ait été élaborée, hein? Si vous voulez, j'ai trouvé, quand j'ai vu la première partie, si vous voulez, du plan grippe, qui était basé entièrement sur les masques et le Tamiflu, j'étais extrêmement inquiet. Parce que je savais qu'on ne pouvait pas contrôler une pandémie avec les masques et le Tamiflu. Si elle s'était vraiment développée, on savait qu'il y a des résistances assez faciles au Tamiflu. On n'avait jamais évalué le masque. La seule chose qui avait vraiment été évaluée avec succès, c'est le lavage des mains. On savait ça, pour commencer. Donc on savait que ça limitait la contagion. On ne savait pas ce que donnait le masque. On avait très peu de données dessus. Et donc je change pas. Au moment où c'est arrivé, j'ai trouvé que c'était une bonne nouvelle que le gouvernement prenne une commande massive de vaccins. Après, 90 millions de doses, ça m'a paru à l'époque un peu beaucoup. Mais je trouvais que de réagir contre le début d'une pandémie grippale en disant la meilleure manière de lutter contre une maladie contagieuse, c'est le vaccin, c'est raisonnable, c'est ce qui s'est passé dans le passé, et c'est raisonnable. Donc moi, j'ai pris ça comme une bonne nouvelle. Si vous voulez, on était dans un plan qui était sur lequel je trouvais que ça n'avait pas vraiment à voir avec ce que je connaissais de la stratégie de lutte contre les maladies infectieuses. C'est-à-dire, j'avais un peu l'impression, si vous voulez, que tout ça était un espèce de gigantesque dessin animé où il y avait un truc qui arrivait, on arrêtait en mettant on appuie, on met les masques. Moi, je prescris des masques depuis 10 ans. C'est infernal, les masques. Les gens les enlèvent, ils vont fumer, ils discutent, ils le mettent. Essayez de porter un masque. Quand vous dites on met un masque et vous rentrez à la maison, mais personne ne porte le masque. C'est un portable. Il faut bien que les gens mangent, il faut bien qu'ils touchent les trucs. Donc, et d'ailleurs, si vous observez réellement, vous voyez bien que les choses se passent beaucoup plus par les mains que par les éternuements. Donc, si vous voulez, l'idée qu'avec un masque, vous savez, ça, à mon sens, c'était plus, vous voyez, comme une réponse de jeu vidéo. On appuie, on a un masque et on arrête le truc. Mais c'est pas vrai. Les humains, c'est compliqué. Et c'est pour ça que je vous dis, il y avait une différence formelle entre nous, on testait le masque depuis une dizaine d'années. Mais c'était infernal. Il a fallu inventer, si vous voulez. On a appris ça. Je vous donne des choses de docteur, si vous voulez, sur le terrain. On a patché. On demande aux gens s'ils fument. Maintenant, on les patche. Parce que si vous les patchez pas, vous pouvez les mettre dans des chambres au sol avec des masques. Faites ce que vous voulez. Ils se tirent toute la journée pour aller fumer en bas. Vous les retrouvez en bas, ils poussent le masque et ils fument. Tout ça, c'est des trucs pratiques. Le masque, chez les fumeurs, ça marche pas. D'accord? Donc, il faut les patcher. Non, mais si vous voulez, il y a toute une mise en place de choses, si vous voulez, qui sont de la pratique. On voit les échecs au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait des gens de terrain. Bien sûr. Qui fait qu'on n'arrive pas, encore une fois, les choses ne sont pas virtuelles. Voilà, c'est la médecine, c'est compliqué. Après, vous voyez, dans la vaccination, ce qui m'a choqué, c'est plus l'organisation que la décision. La décision, vous dites j'ai vu trop large, je ne savais pas, vous avez vu trop large. En tout cas, la vaccination pour lutter contre la grippe, c'est incontestable. On prend ça. Après, la gestion de ça, si vous dites maintenant on va organiser ça dans les stades, si vous voulez, par les préfets, ça, à mon sens, c'est une erreur. Voilà. Mais de vacciner, vacciner contre une maladie contagieuse, on ne va pas engueuler les gens parce qu'ils décident de vacciner contre une maladie contagieuse. C'est normal, quoi. C'est raisonnable. Ouais. Quand le vaccin arrive trop tard, comme c'est le cas, on s'aperçoit que bien peu de Français ont pu effectivement en profiter. Oui, encore une fois, je pense que s'il y avait eu un ajustement, si vous voulez, au fur et à mesure, sur ce qu'étaient les cibles réelles, sur ce qu'était on s'est retrouvé avec des stocks de vaccins qui, y compris au début du stock de vaccins, alors que la maladie continue à augmenter, qu'on n'a pas réussi à utiliser. Hein. Donc, on a eu un vrai problème qui était. Alors, il y a une chose qui était imprévue, c'est que l'épidémie s'est déroulée de manière asymptomatique beaucoup plus rapidement que ce qu'on croyait. Beaucoup de gens asymptomatiques et donc la population a été beaucoup plus rapidement immunisée que ce qu'on pensait, donc ce qui explique très certainement qu'elle s'est arrêtée beaucoup plus tôt. Donc je crois que c'était une bonne décision. Je pense que c'était la seule décision raisonnable, c'était de dire écoutez. Après sur les bras, quoi. Oui, mais c'est pas grave. Compte tenu de ce à 700 millions près. Hein. Si vous voulez, encore une fois, vous êtes probablement mieux placé que moi pour voir ce que sont les gaspillages de l'État. Mais si vous voulez, les gaspillages dans les crises, c'est inhérent aux crises de faire des gaspillages. Je crois ça. Un jour, je discutais avec un très bon économiste des crises.
qui explique ça. Dans les crises, il y a toujours un gaspillage dans les crises parce qu'il y a une surréactivité qui est liée aux crises parce que elles peuvent toujours être plus sévères que ce qu'on les a quand on les observe. Donc ça me choque pas qu'il y ait du gaspillage. Encore une fois, c'est plus la décision en soi, est-ce qu'il fallait prendre la décision de vacciner. Moi, je crois ça comme tous les gens qui luttent contre les maladies contagieuses. Je crois ça parce que c'est quand même la meilleure manière d'arrêter les choses. Deuxièmement, en revanche, j'ai été dès le départ, mais je me suis exprimé. Vous le savez, j'ai été réservé. Moi, j'écrivais ça, je crois. Auprès de l'ordre des médecins en juin, il faut tout de suite mettre les médecins généralistes dans le circuit pour la vaccination si vous voulez que ça marche. Donc,